Monsieur le Président Libeno, Monsieur le Président du club EJP, chers étudiants, c'est pour moi un agréable plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette importante manifestation. L'importance de cette manifestation se justifie à plusieurs titres. D'abord, c'est une journée d'intégration qui a un caractère social dans la mesure où il permet de faire des liens entre les étudiants de la filière EJP. Mais au-delà du caractère festif et ludique de cette manifestation, celle-ci a une dimension purement instructive et pédagogique. Et pour s'en convaincre, il suffit uniquement d'interroger les thèmes que nos chers panélistes vont développer dans cette journée. Le premier thème porte sur l'acte 3 de la décentralisation. Certes, l'acte 3 de la décentralisation a fait l'objet de beaucoup de débats, mais force est de constater que ces débats étaient des débats purement politiques. Alors qu'à la lumière de ce qui se passe depuis sa mise en œuvre, il est important que des juristes ou des personnes averties puissent quand même donner quand même les limites ou bien même les inconvénients de l'acte 3 de la décentralisation. L'autre thème porte sur quoi? Sur le mariage. Nos premiers promotionnaires, malheureusement, ils n'ont pas eu la chance d'étudier le mariage, qui est une notion fondamentale dans la formation de nos juristes. Parce que la majeure partie, ou bien les 110 des dossiers qui sont au niveau des plaidoiries des tribunaux sont considérés des dossiers qui sont relatifs au mariage, notamment le divorce. Donc, vous comprenez aisément que c'est une matière essentielle dans la formation d'un étudiant juriste. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui pour vous que tout le contenu du mariage ne pourra pas être dit aujourd'hui, mais les grandes lignes qui vous intéressent seront quand même développées par ces panélistes. Et je ne saurais terminer sans renouveler mes remerciements à l'endroit des chers panélistes, parce que quoi qu'on puisse dire, certes, c'est des professeurs de l'IBS, mais quand même, moi je les ai connus à la fac, on était ensemble. Certes, on était des opposants sur le plan syndical. Moi, M. Sadémon, c'est peut-être à l'IBS que nos liens sont beaucoup raffermis. Mais quand même, j'ai reconnu en eux des personnes très compétentes en la matière. Ça, il faut quand même, nous sommes des intellectuels. Il faut reconnaître quand même le mérite de certains. C'est des intellectuels qui sont très compétents dans notre domaine parce qu'ils s'adonnent à la recherche. C'est effectivement au niveau de ce domaine-là que je voudrais attirer votre attention. Vous êtes des étudiants, vous êtes des chercheurs et au quotidien, vous devez être en perpétuelle recherche. C'est ce qui fait quand même la force d'un intellectuel. Sinon, vous allez rater le train en marche. Donc, chers étudiants, chers panélistes, voilà en quelques mots le mot de bienvenue que je voudrais adresser à l'endroit de ces panélistes. Et je vous remercie infiniment. Monsieur l'administrateur de l'ENA de Keur Massar, Monsieur le responsable de la pédagogie de l'ENA de Keur Massar, Messieurs les conférenciers, chers étudiants, honorables invités des différents énoms ici présents, que sont Dakar, Keur Massar et Guédiawaye. Bonjour. À ma qualité de président du bureau
des étudiants de l'espace numérique ouvert de Keur Massar, j'aimerais attirer l'attention à tout un chacun de nous, ici présents, portant sur le vivre ensemble. Je ne serai pas si long, mais il est nécessaire. L'espace numérique ouvert de Keur Massar nous appartient tous. C'est à nous aussi de le faire la meilleure des espaces. Et ça, on ne peut l'avoir que dans l'union. J'appelle à l'union en l'ensemble, que tous les étudiants de toutes les filières soient unis. La distinction de filière ni de promotion n'a pas sa place dans notre espace numérique ouvert. Au second plan, j'aimerais remercier une personne digne de son nom. Je ne suis pas son griot, mais je vais parler. Il s'agit de Famara Bati. Le vrai leader de l'ENA de Keur Massar, il est là, ici présent devant nous. L'homme qui est au service des étudiants, du matin au soir, sans distinction de filière. Les étudiants ici présents, qu'ils soient reconnaissants ou pas, Famara Bati vous a servi avec honneur et honnêteté. Depuis que j'ai connu Famara Bati, il est au service de la communauté. Depuis 2015 à nos jours, il est toujours sur les portes de cet espace numérique pour donner, informer et orienter, que tu sois nouveau ou ancien, sur son domaine. Il est là, toujours présent. Mention spéciale à Famara Bati. Monsieur le coordinateur de l'Université virtuelle du Sénégal, Mesdames, Messieurs, les invités d'honneur, chers professeurs, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers camarades, soyez les bienvenus. Tout d'abord, permettez-moi de rendre grâce à Dieu de nous avoir donné l'opportunité de se réunir encore autour de l'essentiel. Les apprentis juristes de l'Université virtuelle du Sénégal, section Keur Massar, sont ravis de vous accueillir ici dans l'espace numérique ouvert de la dite localité. Dans le cadre de la deuxième édition de sa journée juridique, partant de nos conditions d'études et des difficultés que nous avons rencontrées durant les années précédentes, nous avons jugé nécessaire de mettre en place une structure qui a comme objectif de raffermir les liens entre les étudiants, mais aussi bâtir une bonne cohésion sociale et surtout faciliter l'entraide et le partage. Depuis lors, nous ne cessons d'enregistrer d'excellents résultats. Auguste Assemblée, cette journée est organisée pour montrer notre savoir-faire. Et les résultats que la filière EMAI ne cesse d'enregistrer dans l'unique but de rassurer nos frères et sœurs cadettes qui viennent fraîchement de s'inscrire dans cette université de l'avenir. Chers camarades de la cohorte 5,
Certains d'entre vous étaient sûrement déçus d'être orientés à l'US à cause des préjugés. Et c'est le cas pour toutes les autres corps d'ailleurs. Mais je vous invite à vous sentir chanceux d'être orienté ici. Et ne baissez jamais la tête devant les étudiants des autres universités. Je le dis pour une cause d'une seule raison. Vous avez les mêmes professeurs. Vous avez le même programme. Et vous avez plus de sens de réussir car les conditions d'apprentissage ne sont pas les mêmes. Mesdames, messieurs, distingués invités, nous sommes conscients des efforts consentis durant ces dernières années par les autorités de l'US. Mais, force est de constater qu'il reste toujours des problèmes qui persistent. Je ne saurais terminer sans pour autant remercier certaines personnes qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette deuxième édition. Je veux citer le professeur Elassal, le professeur Damlo, le professeur Cissé. Je remercie également tout le personnel de l'ENO en commençant par notre administrateur, M. Diouf, pour sa disponibilité et son leadership. À M. Damsal, notre responsable pédagogique. À M. K, notre AZD et Mme Diop. Au président du Bénin et à l'ensemble des membres de Actu-Bénin, sans oublier nos agents de sécurité. Mes remerciements iront aussi à l'ensemble de nos camarades des différents zénos et filières qui ont bravé la distance et la fatigue pour être au rendez-vous d'aujourd'hui. Enfin, je réserve une mention spéciale à tous les membres du club de droit section Kermassar qui m'ont fait confiance en faisant ma modeste personne le président des apprentis juristes, mais pour leur engagement. Merci de votre aimable attention. examen d'évaluation laa ci yemale nag baax na rek waaw kay ginnaaw nekk fi nag war nañoo mën a waxtaan nag soxna si léegi moom tey moom guddi gi dama koy jël. justement nag gis nga wifi boobu nag laay wuti di connecté wu ñëpp. waaw oui moom xoolal gis nga ni ma waxoon bu ngoonee naa ko di jël dox ma kay amul problème dinaa ko di jël tàpp saa yu ma di jël ko su ma julli jéem ñëw rek di jël ko waaw kay kon kay connexion kay laa wër waaw boo koy mi toll man nag aw duma ko xaar de xale bi njàng mi war nañ cee wax de baax na daal
yow li ma soog gis ko. xool ko muy xuutal foofu rek gandaayam bi mu mel ni kun foog ngeen naan ma. ma ne kay tëjal ma sa gémmiñ laa wax. ah sa gandaay bi ngay mel ni organisme génétiquement modifié. jur yow sama juróom yi war nañ cee wax de. nga yow maa ngi yow di tool ak kii bi mu tool. gis nga yow lii ngay def rek léegi nga ma ne lii nga def ci tali bi tàngal sa morom bi bàyyi rek te loolu nii. ma ne su ma doon woon sa bàyyi toog sa kaw laa la wax. dama laa la wax. noppi. gis nga yow. donc Diop jamono yooyu ak suy du benn. ma ne jamono jooju ba léegi mooy dox laa wax. kii kenn du ko may laa la wax te lu ma bëgg moo fi am. ñaata ak ñeent laa am. xam naa ko sa baay yow yaay digal ma yoon bi ma jël sori naa te man ñemewu ma fee yaay leeral ma yaay booy xelal ma sama yoon bi tiital na ma yaay. T'as été agressé? Non. Battu? Non. Il y a quoi là? Explique-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi, assieds-toi. Assieds. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tangal quoi? Tangal? Tu sais qu'au Sénégal, on est dans des états de droit aussi. Le mariage, il est réciprocal. Ils sont inscrits dans un code qu'on appelle le code de la famille. Qui a son article 108. L'article de consentement dit que chacun des époux, même le mineur, doit consentir personnellement au mariage. Là, tu es mineur et tu n'as pas consenti. En plus, dans l'article 111 de ce même code, on dit que chacun des différents époux doit être âgé de plus de 18 ans pour l'homme et de plus de 16 ans pour la fille. Et que, exceptionnellement, pour l'article 109, s'il s'agit de cette vie mineure, il y aura le consentement de sa mère, entre de ses parents, entre son consentement. Mais là, il n'a pas consenti. On voit ici que le mariage forcé, il est interdit. Il est interdit au titre de la protection des libertés humaines. Par exemple, l'article 18 de la Constitution indique que le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Elle est interdite et punie dans la condition fixée par la loi. Et là, je sais que ton père, il est illettré. Je sais bien qu'il est illettré, c'est pourquoi il le fait. Mais ce que je te conseille, c'est d'aller voir un juriste. C'est dit la justice. Voilà, tu verras bien les choses, Inch'Allah. Courage. waaw mu buggeen ma indi nii waaye mariage mënoo leen wax lu am seen moom dinañ ko tas baax na rek. Diop sama doom kenn du ko maye bu nga leeree muy sa jaam. baax na loolu dina leer. Monsieur Diop, après délibération pour mariage forcé sur la personne d'Ao Diop, tout a été trouvé. Vous êtes déclaré coupable à l'unanimité pour avoir voulu forcer la main de votre fille sans son consentement. Et le lobbying. Le tribunal déclare ce mariage nul. La séance est levée. bon xool ko article tubaab bi may wax mu naan ma ay lan. sëñ bi waxuma ak yow. ma ne sama doom laa xam naa ko moom dama koy maye. ah ni fii tribunal la benn baat bu fi am. Le mariage forcé. Une fille au regard précoce avec son âge prématuré. Parir aux couleurs de la vie jusqu'au lever du soleil. Ce qui est inexplicable. La douleur du mariage forcé. De la fille devenue objet. Et sans étonnant. Le procès
Ils sont zappés, car c'est papa qui parle. Je t'offre un tel. C'est un mari idéal, sans amour ni sentiment. Et le mariage est consommé. Donc, à la fois de la poésie, s'il vous plaît, mes chers amis, je dénonce la folie contre tout processus de mariage forcé attachant à un démon de mari. Donc, nous tous, unissons-nous. Non au mariage forcé. Non au mariage forcé. Non au mariage forcé. Non au mariage forcé. L'année d'avant, j'ai reçu la parole en dernier lieu. Et j'avais estimé être sacrifié. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que ce qui m'avait précédé avait fait de brillantes interventions. Et qu'à mon œuvre, je ne fais plus rien à dire. Tellement ils avaient bien dit et que je ne pouvais plus rien à dire. C'est pourquoi je vais estimer être sacrifié. Cette année-ci, je ne pense pas être sacrifié, mais on fait courir un risque. Oui, un risque. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je dois parler sous le contrôle d'éminents juristes sur un thème que peut-être je ne suis pas maître à la matière. En tant qu'affairiste, je l'ai bien aimé qu'on me demande de parler du droit des affaires. Je suis très à l'aise. Mais aujourd'hui, on parlait de parler du mariage. Comme le choix de ma part était laissé, je vais m'efforcer donc de parler du mariage. On me dit que le thème c'est le mariage. Donc on est comme il est riche. Mais on va parler quoi du mariage? On va parler de quoi dans le mariage? Comme on me dit le mariage, je vous dis ce que je connais, le peu que je connais du mariage. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est dans un premier temps le fait de savoir qu'en matière de mariage, il y a des préalables. Que peut-être je laisserai le soin à mon cher collègue, M. Lou, de parler. Moi, je vais vous parler donc du mariage qui se fait selon un certain nombre de conditions et qui produit un certain nombre d'effets. Mais qu'entendons-nous par mariage? J'ose dire que le code de la famille n'a pas véritablement défini la notion. Et essayer de définir le mariage n'est pas une chose aisée. Pourquoi ce n'est pas une chose aisée? Parce que la notion est fluctuante. Ce que nous pouvons considérer comme étant un mariage chez nous peut ne pas être ce que les autres ont de la conception de la notion de mariage. Mais, qu'est-ce que le mariage en droit sénégalais? Comme je l'ai dit tantôt, moi je ne connais pas une définition du mariage. Au moins, on peut
avoir les prises de cette définition, de trouver les prises de cette définition dans l'article 111 qui ne nous définit pas le mariage, mais qui nous dit le mariage ne peut exister, ne peut être conclu qu'entre un homme de plus de 18 ans et une femme âgée de plus de 16 ans, sauf dispense d'âge par le président du tribunal régional. J'ai bien dit tribunal régional parce que c'est ce qui est l'article 111. Même si au moment où je vous parle, on ne parle plus de tribunal régional, parce que le tribunal régional est remplacé par le tribunal de grande instance. Donc comprenez donc que c'est le président du tribunal de grande instance qui va dispenser les époux de leur âge ou bien de l'âge légal, à condition qu'il y ait un motif grave. On s'attendait à ce qu'on nous définisse ce que c'est un motif grave. En tout cas, personnellement, je ne saurais vous le dire. Parce qu'encore une fois de plus, la loi ne l'a pas défini. Toutefois, comme le mariage doit exister entre un homme de plus de 18 ans et une femme âgée au moins de 16 ans, au moins il y a des conditions. Quelles sont ces conditions? Si on s'en tient à cette disposition, on voit nettement, avant toute chose, pour se marier, il faut en avoir la capacité, donc l'aptitude. C'est la condition que pose l'article 111. Parce qu'il dit qu'il faut avoir pour l'homme 18 ans au moins et pour la femme 16 ans au moins. Donc il faut avoir la capacité de se marier. Et cette capacité-là, c'est une capacité que l'âge de 18 ans donne à l'homme et l'âge de 16 ans donne à la femme. Mais cette aptitude n'est pas suffisante. Mais n'est pas suffisante. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que, en plus d'être apte à se marier, il faut également consentir au mariage. Le consentement donc est une condition sine qua non à un mariage. Lorsque maintenant l'âge requis est acquis, le problème ne se pose pas parce que les parties au mariage peuvent elles-mêmes consentir sans besoin de recourir à l'autorisation de qui que ce soit. En revanche, il peut arriver que le mariage soit conclu en dehors de l'âge requis. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il s'agit de mariage de mineurs, forcément il va y avoir l'autorisation de ceux qui exercent la puissance paternelle. Je parle de puissance paternelle parce que nous sommes en droit sénégalais. En droit français, par exemple, on parle d'autre chose que de la puissance paternelle, on parle de l'autorité parentale. Et l'attribution de la puissance paternelle dépend de la situation dans laquelle l'enfant est. Parce qu'il y a lieu de distinguer selon que nous sommes dans une famille légitime ou bien selon que l'enfant est un enfant légitime, selon que l'enfant est un enfant naturel ou selon que l'enfant est un enfant adoptif, pour pouvoir déterminer qui exerce l'autorité parentale. Ce qui nous intéresse, nous, c'est quoi? C'est de dire que lorsque les époux sont des mineurs, il y a lieu de requérir l'autorisation de celui qui existe la puissance paternelle. Selon le cas que je viens de citer, la puissance paternelle va être exercée soit par le mari, soit par la mère, soit par l'adoptant, et j'en passe. Donc, lorsque les époux sont des enfants mineurs, ceux qui veulent se marier sont des mineurs, il faut inévitablement, il faut inexorablement l'autorisation de la personne qui exerce la puissance paternelle. Voilà les conditions qu'il faut pour que le mariage puisse être conclu entre un homme et une femme au Sénégal. Parce qu'ailleurs, vous entendez parler de mariage, les fiançailles, on peut le faire en 1 minute. Les fiançailles, ce sont des préalables au mariage. Ce ne sont pas, c'est une sorte de convention qui n'est pas obligatoire.
L'article 101 définit la notion de fiançailles. L'article 101 dit les fiançailles sont une convention par laquelle un homme et une femme se promettent mutuellement le mariage. Donc, quand on parle de fiançailles, on parle de promesse de mariage. Mais ce n'est pas un mariage. Maintenant, les fiançailles ont un certain caractère. Ce n'est pas comme ce que dans la pratique, nous on appelle les fiançailles. Deux personnes qui sortent ensemble, on dit qu'elles sont fiancées. Non, ce n'est pas ça. Parce que si on revient à l'article 102 plus précisément, l'article 102 dit on peut contracter le mariage sans passer par les fiançailles. Donc les fiançailles ne sont pas obligatoires. Et même si on est fiancé, on n'est pas obligé de se marier. Donc c'est simplement un préalable, et un préalable qui n'est pas du tout obligatoire. Maintenant, les fiançailles, c'est comme le mariage. Les fiançailles respectent les conditions du mariage, notamment les conditions de fond, article 103, et les conditions de forme, article 104. Donc, c'est comme les conditions du mariage, ça respecte l'âge, sauf que dans les fiançailles, l'article 103 dit que les fiançailles ne peuvent pas durer, ne peuvent pas dépasser 1 an. Parce qu'on ne veut pas que les personnes s'engagent à vivre. C'est pourquoi la durée ne peut pas excéder 1 an. Ensuite, quand il y a fiançailles, il y a ce qu'on appelle l'absence d'obligation alimentaire. Le fiancé, il n'est pas tenu d'entretenir sa fiancée. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. L'article 106 dit le fiancé n'est pas obligé d'entretenir la fiancée, ni elle, ni sa famille. Donc, il n'y a pas d'obligation d'entretien. Ensuite, il y a une obligation de, quand il y a convention de fiançailles, promesse de fiançailles, il y a une obligation de réserve. Obligation de réserve. Parce que la fille, comme la famille dit, la fille ne doit pas se comporter à l'égard des tiers d'une manière qui va porter préjudice à son fiancé. Ça veut dire que vous ne pouvez pas fiancer avec un homme. À tout moment, on vous voit avec d'autres personnes. Ça entraîne une rupture légitime des fiançailles. Quand, dans ce cas, les fiançailles sont rompues, cela veut dire que c'est ce qu'on appelle, il y a beaucoup de gens qui me demandent, on a un problème entre rupture abusive et rupture légitime. C'est la même chose. Ce régime-là des fiançailles prévu par l'article 107 du Code de la famille, c'est le même régime qui est prévu en droit des obligations en ce qui concerne les pourparlers. Les pourparlers peuvent être rompus librement, sauf si la rupture est abusive. Les fiançailles également, c'est pareil. On peut les rompre librement, sauf si la rupture est abusive. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant rupture abusive des fiançailles? Rupture abusive des fiançailles, rupture légitime, c'est lorsque, par exemple, vous fiancez avec une personne, chaque fois, cette même personne-là vous voit avec d'autres personnes. Si elle décide de rompre les fiançailles, on dit que la rupture est légitime. Maintenant, rupture fautive ou rupture abusive, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, la fille n'a commis aucune faute. Le monsieur attend, ils ont décidé de se marier, par exemple, demain. La veille, le monsieur envoie un message, un texto, une lettre à la dame, à la fiancée, pour lui dire que je ne veux pas me marier avec toi demain parce que j'ai plus envie de toi. Ça, c'est une rupture abusive. C'est une rupture fautive, c'est une rupture légitime. Maintenant,
Les fiançailles, quand il y a la conséquence, c'est quoi? Quand il y a rupture à l'issue des fiançailles, quand il y a rupture fautive des fiançailles, la sanction, c'est quoi? La sanction, l'article 107 dit, il y a deux types de sanctions. D'abord, on doit voir l'auteur de la rupture. Si la rupture émane de la fille, parce que quand il y a convention de fiançailles, il y a remise des cadeaux et autres. Quand la rupture émane de la fille, l'article 107 dit, la fille doit remettre tous les cadeaux qu'elle avait reçus. Elle doit restituer ça. Elle doit restituer tous les biens qu'elle avait reçus des fiançailles. Si la rupture émane du garçon, l'article 107 dit, dans ce cas, la fille garde les cadeaux qui lui avaient été donnés. Mais en plus de cela, en plus de la restitution des cadeaux, parce que quand on rompt les fiançailles subitement, brusquement, il y a un préjudice qui est né. La fille va subir un préjudice. Et dans ce cas, on va retourner au droit de la responsabilité civile. On quitte le droit civil, le droit de la famille, pour entrer dans le droit de la responsabilité civile. C'est-à-dire, la fille peut engager la responsabilité civile du garçon parce qu'elle a subi un préjudice qui entraîne un dommage et réparation. Donc, en gros, c'est ça les fiançailles. Il faut simplement retenir que les fiançailles sont ce qu'on appelle les préalables au mariage, préliminaires au mariage, mais c'est un préalable qui n'est pas du tout obligatoire. C'est simplement une promesse de se marier. Maintenant, si on revient au mariage proprement dit, mon ami a dit tout à l'heure, et c'est vrai, je suis d'accord, le code de la famille ne définit pas ce que c'est le mariage. Dans tous les articles du code de la famille, les dispositions concernant le mariage sont régies par les articles 108 à 142. Dans les articles 108 à 142, on ne retrouve pas un article qui définit ce qu'on appelle le mariage. Mais cela n'empêche que le mariage peut être défini. Le mariage peut être défini, c'est évident. Comme il l'a dit, c'est vrai. La définition du mariage peut varier entre le droit sénégalais, par exemple, et le droit français. Parce que si on revient dans le droit sénégalais, on nous dit le mariage, c'est une union solennelle par laquelle un homme et une femme décident de fonder une famille régie par les lois civiles. Donc, il faut un homme et une femme qui décident de fonder une famille, laquelle famille est régie par les lois civiles. Le mariage n'est pas régi par le droit public. C'est le code de la famille qui régit le mariage, donc ce sont les lois civiles qui réglementent le mariage. Maintenant, comme il a dit tout à l'heure, il y a des conditions à respecter pour se marier. Tant que ces conditions, je ne voulais pas revenir sur la théorie, parce que pour savoir l'importance de ces conditions-là, il faut savoir les théories qui ont été développées sur le mariage. Est-ce que le mariage est un contrat ou bien est-ce que le mariage est une institution? Il y a des auteurs qui disent que le mariage c'est un contrat parce que l'article 108 dit chacun des futurs époux, même mineur, doit consentir personnellement. Et en droit, quand on parle de l'idée de consentement, on parle de l'idée de contrat. Donc, ils se sont basés sur cette thèse-là pour dire que le mariage c'est un contrat. D'autres disent que le mariage n'est pas un contrat, mais c'est une institution parce que toutes les règles du mariage sont régies par le code de la famille. Donc, ça ne dépend pas du bon vouloir des personnes, des époux. Il faut qu'on respecte les textes. Donc, dans ce cas, c'est une institution. Il y a une théorie intermédiaire. Cette théorie dit que le mariage est non seulement un contrat, mais c'est une institution parce qu'on donne son consentement pour adhérer à une institution qui est le mariage. Donc, c'est ce qu'on appelle le mariage d'institution. Mais en droit sénégalais, c'est catégorique. Le mariage, ce n'est pas un contrat, c'est une institution. Vous l'avez appris en conflit de loi dans le temps, quand on dit
c'est une situation extra-contractuelle. La solution, ce n'est pas l'application du contrat, mais c'est une institution. Maintenant, les conditions du mariage, il y a des conditions de fond, comme il l'a dit, et des conditions de forme. Il a presque développé, je passe rapidement. Conditions de fond, d'abord, c'est 108 qui dit chacun des futurs époux, même mineurs, doit consentir personnellement au mariage. Le consentement est donc très important dans le mariage, parce que même un mineur doit consentir au mariage. Vous l'avez développé tout à l'heure dans votre mariage forcé. Le consentement, la notion même de consentement, je lui ai dit tout à l'heure, que le consentement seulement peut faire l'objet d'un panel ou d'une conférence. Parce que quand on parle de consentement, c'est quoi un consentement? Moi, je peux dire, par exemple, je peux me marier, donner mon accord, alors que juridiquement, ce consentement n'est pas valable. Par exemple, quand une personne se marie pour la recherche de nationalité, ce qu'on appelle le mariage simulé ou fictif, ce mariage n'est pas valable, pour défaut de consent. Quand on se marie, comme je m'excuse, certaines cultures, un enfant naît, on lui met quelque chose pour lui dire que tu es décidé à telle personne. Ce mariage n'est pas valable parce qu'il n'y a pas de consentement. Et pour se marier, il faut obligatoirement consentir. Le consentement doit être réel et sérieux. Le consentement réel, c'est le consentement qui est donné par une personne qui n'est pas incapable, une personne qui est apte à consentir. Le consentement qui n'est pas sérieux, c'est le consentement donné pour trouver un avantage dans le mariage. Une personne qui se marie pour avoir la nationalité, une personne qui se marie pour que son mari lui trouve un emploi. Donc, ça pose un problème. D'accord, donc, je passe directement aux effets du mariage. On vous dit que le temps est fini. Maintenant, aux effets du mariage, moi je pense que les effets du mariage, on ne doit même pas parler des effets du mariage, mais de la sanction, de la violation des conditions du mariage. Il y a deux types de sanctions. Deux types de sanctions, c'est la nullité absolue et la nullité relative. La nullité relative, quand on parle de nullité relative, c'est la violation d'une condition qui protégeait une seule personne, c'est-à-dire l'un des époux, soit le mari, soit la femme. Il y a deux causes. Les causes de nullité relative sont prévues par l'article 138 du Code de la famille. L'article 138 dit, quelle que soit la forme du mariage, sa nullité peut être prononcée. L'article utilise la notion de pouvoir, peut être prononcée. Ça veut dire que ça dépend du bon vouloir de la personne qui a été lésée. Cette personne peut saisir le juge comme elle peut ne pas saisir le juge. Maintenant, les causes, vous le savez, vos tuteurs vous l'ont montré. Premièrement, c'est vice de consentement, l'erreur ou la violence. Je dis aux étudiants, il faut faire attention. Je ne sais pas si les tuteurs ont conscience, certains tuteurs. Mais en matière de mariage, ce n'est pas en matière de droits et des obligations, c'est complètement différent. En matière de mariage, il y a deux causes de vice de consentement qui sont les causes de nullité. C'est l'erreur et la violence. Le dol, en matière de mariage, n'est pas une cause de nullité du mariage. Parce qu'on dit, en matière de mariage, trompe qui peut. Si moi je peux vous tromper jusqu'à vous marier avec vous, c'est pas là. Si je peux vous marabouter pour vous amener à se marier avec moi, c'est pas là. C'est en matière de mariage, trompe qui peut. Donc c'est l'erreur qui est une cause de nullité du mariage et la violence. On ne peut pas contraindre une personne à se marier. Quand on fait une erreur sur une personne, tu crois me marier avec une Sénégalaise, je me suis marié avec une Gambienne, erreur sur la nationalité, c'est une cause de nullité. Ok. Maintenant, on a vice de consentement. L'article 108, je vous donne rapidement, 138 dit vice de consentement.
impuissance du mari, maladie grave ou incurable, défaut d'autorisation parentale. Ce sont des causes de nullité relative. 141 prévoit des causes de nullité absolue. C'est absence de consentement, absence d'âge requis, à défaut de licence. Absence d'âge requis, défaut de consentement et incompatibilité du mort. L'incompatibilité du mort, c'est une cause de divorce, ce n'est pas une cause de nullité du mariage. Donc, je préfère laisser continuer. Pour comprendre la durée de la décentralisation au Sénégal, il faut au moins commencer de 1960 jusqu'à nos jours. Qu'est-ce qui s'est passé en 1960 et pourquoi 1960? Parce que c'est en cette date que le Sénégal a eu son indépendance. Et c'est en ce moment que les premiers jalons de la décentralisation ont été posés. Bien avant, il y avait en 1872 la création des communes de Saint-Vigoré et Rufisque. Mais là, c'était à l'époque coloniale. L'acte droit de la décentralisation, pourquoi 3, le chiffre 3? Certes, il y a une divergence sur la question. Certains préfèrent l'acte 4, d'autres disent l'acte 3. Finalement, c'est le mot acte 3 qui a été retenu. Et je vais vous dire le pourquoi. La première étape de la décentralisation au Sénégal, c'est de 1960 jusqu'en 1996. En 1960, comme je l'ai dit d'abord, on avait déjà des communes. Premier type de collectivité locale, les communes. Pourquoi les communes? C'était pour permettre à la population de participer à la gestion des affaires publiques. Et en 1966, on a créé un code communal. C'est la première collectivité locale, les communes au Sénégal. En 1972, on a dit pourquoi pas essayer de voir la population locale, de leur permettre de ne pas participer à la prise de décision. C'est pourquoi en 1972, on a créé une deuxième collectivité locale dénommée communauté rurale. C'était pour permettre à la population locale également de participer à la prise de décision. Donc la première phase, 1960 jusqu'en 1996, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1960 nous avions déjà les communes. 1972, on a créé les communautés rurales. Mais durant cette période, il faut noter qu'il y avait la mainmise de l'État. C'est-à-dire l'État était en train de surveiller les collectivités locales. Comment? Parce qu'il y avait toujours la présence de l'État qui se manifestait d'abord dans un premier temps au niveau des communes. Parce qu'une commune normalement doit être dirigée par un maire élu par la population. Mais durant cette période, la commune n'était pas dirigée par un maire, mais plutôt c'était l'État qui choisissait un fonctionnaire de la hiérarchie A et qui dirigeait la commune. Si on dit collectivité locale, que les collectivités locales s'administrent librement et que l'État nomme une personne dénommée fonctionnaire de la hiérarchie A qui dirige la commune, on note la présence de l'État toujours. Qu'en est-il des communautés rurales? Malgré qu'il y avait un président du conseil rural et un conseil rural large, à savoir le budget, j'ai utilisé l'argent pour ne pas en fait tromper certaines personnes. Le budget, les deniers, n'était pas dévolu aux collectivités locales, mais la gestion était dévolue à un sous-préfet. Un sous-préfet, c'est qui? C'est quelqu'un qui est nommé par l'État et qui représente l'État dans la circonscription administrative, à savoir les arrondissements. Mais c'était lui qui gérait l'argent, c'était lui qui gérait le budget. Donc, ce qui prouve encore qu'il y a la présence de l'État au niveau des collectivités locales. Dans les communes, c'est un fonctionnaire de la hiérarchie. Dans les communautés rurales, c'est le sous-préfet qui gère le budget. En 1990, il y a une loi de 90-37 du 8 octobre 1990. Le Sénégal a opéré une réforme parce qu'on s'est dit que créer des collectivités locales et que l'État continue à mettre la main sur nous, il faut qu'on essaie de changer. En faisant quoi? D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, tantôt au niveau des communes, il y avait un fonctionnaire. On dit que ce n'est plus un fonctionnaire. À partir de 90, ce sera une autorité élue dénommée maire qui va diriger la commune.
Donc à partir de 1990, la commune est dirigée par un maire. Qu'en est-il des communautés rurales? Il y avait un sous-préfet qui gérait l'argent, le budget. On a retiré cette gestion du budget au sous-préfet pour le donner au président du conseil rural. Donc, la loi de 90-37 du 8 octobre 1990 a joué un rôle important au niveau de la décentralisation parce que ça a permis d'accorder un peu plus d'autonomie à ces collectivités locales. Après la loi de 90, il y a une autre loi, c'est la loi de 96. En 1996, le Sénégal a créé une troisième ordre de collectivité locale dénommée région. C'est en 1990 que la région est devenue collectivité locale. Cela ne doit pas dire que la région n'existait plus, n'existait pas encore. La région existait, mais en tant que circonscription administrative. La région existait en tant que circonscription administrative, mais c'est en 1996 qu'on a fait de la région une collectivité locale. Première innovation en 1996, c'est l'érection des régions en collectivité locale. Deuxième innovation, avant 1996, il y avait un contrôle qui s'exerçait sur les collectivités locales, dénommé un contrôle de tutelle. Quand on dit tutelle, les privatistes l'ont dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'est pas majeur. Mais en 1996, on a essayé d'approfondir la décentralisation pour supprimer ce contrôle et le remplacer par un contrôle dénommé contrôle de l'égalité. Deuxième innovation. En 1996 également, c'est en cette date que l'État a donné, l'État a transféré 9 domaines de compétences aux collectivités locales, parmi lesquels on peut citer l'éducation, la santé, l'environnement, la culture. Toutes ces compétences depuis 1996 ont été dévolues aux collectivités locales. C'est ça la deuxième phase de la décentralisation. 1996 jusqu'en 2013. Création des collectivités locales, comme région comme collectivité locale, transfert de 9 domaines de compétences, suppression du contrôle de tutelle remplacé par le contrôle de l'égalité. Mais cette réforme de 1996, selon le président Sall, a posé des problèmes, a posé des difficultés parce qu'il y a des faiblesses. Et pour approfondir ces faiblesses, il a essayé de mettre en place en 2013 une loi dénommée Acte 3 de la décentralisation. C'était pour apporter des innovations au niveau de la décentralisation. Donc l'acte 3 peut être défini comme étant une réforme dans la décentralisation pour accorder beaucoup plus d'autonomie à ces collectivités locales, mais également de doter de moyens financiers beaucoup plus importants. C'est là où le mot acte 3 est venu. Maintenant, pour ce faire, il a défini d'abord la notion de décentralisation. Et ensuite, il est revenu pour montrer d'abord sur le plan structurel de l'apport de l'acte 3 de la décentralisation et également sur les objectifs de l'acte 3 de la décentralisation. Est-ce que ce sont les objectifs qui sont atteints ou pas? Là, il a apporté quelques éclaircissements sur ça. Mais il n'a pas manqué également à souligner les obstacles de l'acte 3 de la décentralisation. Maintenant, si vous avez des questions, maintenant vous pouvez l'interpeller. Merci bien. Maintenant, avant de donner la parole aux étudiants, je vais passer la parole à M. Sall ou bien M. Diouf s'ils veulent apporter des contributions. Merci beaucoup, chers panélistes. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je tiens tout d'abord à remercier les initiateurs de cette journée qui est très riche en animation scientifique. Et permettez-moi aussi de retrouver mes anciens compagnons de route. N'oubliez pas que tous ces panélistes-là sont des amis. On a eu de la même promotion. J'ai dirigé pendant 3 ans les titulaires de la faculté de droit. Donc ils étaient mes compagnons, ils m'ont aidé vraiment à cette tâche-là. Aujourd'hui, je suis très fier de vous retrouver. Tim Cissé, Damlo, voilà quelqu'un qui est un ami, on a des traits communs. On partage beaucoup d'amis, nous partageons le même jour d'anniversaire. Nous avons aussi fait ensemble être les premiers tuteurs à l'IVES. Vraiment, c'est un juriste
averti, un vrai doctrinaire. Et là, ça aussi, nous sommes on était dans la même classe en licence et en maîtrise. Donc, c'est pour vous dire que le droit, on ne peut pas maîtriser tout le droit. Il y a toujours une frontière. Déjà, si je prends le mot mandat a plusieurs significations en droit. En droit de la famille, on peut dire que mandater son père. En droit constitutionnel, en droit public, on peut dire un mandat parlementaire, un mandat présidentiel. En droit pénal, on peut dire un mandat d'arrêt. En droit international, on peut dire un mandat d'arrêt international. Vous voyez? Donc c'est un mot qui a une signification politique. C'est pourquoi, en droit, il faut bien faire la part des choses. On ne peut pas maîtriser tout le droit. Donc pour revenir dans le thème, je pense que moi je vais plutôt parler de la pratique même du mariage. Parce qu'aujourd'hui, 2330 divorces par année, c'est trop. On dit qu'il y a plus de 2000 divorces par année au Sénégal. Tous les mardis, le juge prononce 42 divorces au tribunal départemental. Donc c'est dit à quoi? Voilà 3 causes qui sont invoquées. L'infidélité des maris, le matérialisme des femmes, et enfin, les mariages forcés. C'est pourquoi je salue la pertinence de votre pièce théâtre. Mariage forcé. Vous êtes étudiant, vous avez besoin d'aller en licence, votre parent vous donne en mariage, ça crée des problèmes. Donc voilà les 3 causes. Mais il y a des causes qui sont aujourd'hui exportées. Au début, quand on faisait notre code de la famille, il n'y avait pas beaucoup de causes. On n'avait que 7 causes. Maintenant, toutes les autres causes ont été exportées de la France. Parce que ça ne vit pas avec notre tradition. Par exemple, on vous dit, l'incompatibilité des mœurs peut causer le divorce. Si tu lèves un bon matin, tu ne te sens pas, on oublie, on se laisse, on se casse. Ouais. Il y a une autre cause qui est purement française, c'est l'impuissance du mari. Ça, c'est pas africain, ça. Ça, c'est occidental. En Afrique, parfois, vous êtes avec votre femme à un certain moment de votre vie qui n'est pas aussi féroce, mais la femme ne dit rien parce que vous êtes dans la famille. Parce qu'on se regarde les enfants. On est avec la femme, on sait que vraiment, sexuellement, on n'est pas bien performant, mais on est là. Mais tous ces causes-là sont des causes qui sont on peut exporter. Maintenant, pour revenir sur le thème, sur l'acte 3, je pense que c'est un thème qui est intéressant. Comme je ne veux pas faire le résumé de ce qu'il a dit, mais je tiens à dire une chose. L'acte 3, voilà une loi qui a été précipitée. Toutes les conditions n'ont pas été posées. On n'a pas bien fait l'inventaire ni l'évaluation de l'acte 2 pour pouvoir passer à l'acte 3. Parce que nous avons connu 3 phases, 1972, 1996 et 2003. Aujourd'hui, on a quitté 200 villages à 450 villages, 450 communes. C'est vrai qu'il y a des avantages. Les avantages, vous pouvez le voir à Dakar, mais dans les régions. Avant l'acte 3, tu voyais quelqu'un qui quittait 100 km pour chercher un extrait. Parce qu'il fallait se rendre à la commune d'arrondissement la plus proche. Mais avec l'acte 3, vers une communalisation universelle, à partir du village environnant, tu peux avoir votre extrait. Là, c'est un avantage. Mais l'autre inconvénient, c'est quoi, l'acte 3? On a supprimé la patente. On a créé ce qu'on appelle les contributions économiques locales. Aujourd'hui, vous voyez des maires qui n'ont pas de budget parce qu'ils n'ont pas d'activité. Regardez Dakar, avant quand on avait la grande ville de Dakar, il y avait un budget colossal. Mais quand Dakar est fragmenté en 19 communes d'arrondissement, on croit avoir vraiment les failles de l'acte 3. Voilà une loi, depuis sa création, qui ne cesse de causer des dommages. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas un décret d'application de l'acte 3. Il n'y a pas un décret. Comment on appelle l'acte 3? Comment dans le domaine minier, qu'on calcule les redevances superficielles, les amortissements, les taxes miniers, dans les zones comme Kédougou? On n'a pas un décret d'application. Donc, je peux dire qu'au niveau de cette innovation-là, il y a des incohérences au niveau fonctionnel, au niveau structurel et au niveau juridique. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est une réforme qui a été précipitée.
Même aujourd'hui, on ne parle plus de collectivité locale, on parle de collectivité territoriale. Depuis la loi de 2018. Parce qu'on a voulu faire ce qu'on appelle, on a voulu séparer l'autorité centrale à l'autorité territoriale. C'est pourquoi le thème est pertinent. Pourquoi c'est pertinent? Parce que ça touche beaucoup de choses. La réforme là, de l'acte 3 là, ça vise même pour préserver un peu l'autorité locale. La libre administration des comptes locaux. C'est pourquoi l'affaire d'Alifa Sallah, ça va toucher cette loi-là. Parce que quand on a dit que maintenant une autorité centrale ne peut pas limoger une autorité locale, c'est parce qu'on a voulu donner plus de possibilités, plus de capacités à l'autorité locale. Sinon, c'est une bonne allée. Je peux vous lever un bon matin, limoger un maire. On a créé des garde-fous pour permettre, pour éviter qu'il n'y ait pas de violation, qu'il n'y ait pas de caractère arbitraire sur la mainmise de l'autorité centrale sur l'autorité locale, sur l'autorité territoriale. C'est pourquoi donc, aujourd'hui, avec l'acte 3, on a eu beaucoup de problèmes. Vous avez voulu avoir des maires qui sont désœuvrés. Et vous allez voir aussi beaucoup de corruption au niveau des mairies. Pourquoi? Parce que si la mairie n'a pas de recettes, si la mairie n'a pas de ressources, il va s'adonner à la vente des terres. Le foncier aujourd'hui constitue un véritable danger. Nous sommes assis sur une bombe. Dans toutes les collectivités locales, vous voyez le contentieux foncier. Ce contentieux foncier est dit à quoi? C'est dit à l'absence de ressources propres des collectivités locales. Maintenant, pour avoir des ressources, il faut se tourner ailleurs vers les fonciers sur votre activité. Voilà, pour ne pas faire une conférence, chers amis, vraiment je vous remercie et je suis très fier de vous retrouver depuis quelques temps. Vraiment, Djibi Cissé, Damlo, El Assal. Je ne sais pas, parfois on me dit que oui, vous êtes très dur. On n'est pas des ennemis. Moi je suis un syndicaliste de sous. Damlo aussi, les célèbres, c'est grâce à moi. Parce qu'à la fin de droit, il y avait trois dames. Il y avait Damlo, Dame Sall et Dame Touré. Mais c'était le dame le plus agité à la fin de droit. C'est pourquoi je dis toujours Damlo, si tu es célèbre, c'est grâce à moi. Souvent, quand je fais des dégâts, on passe Damlo, on passe lui. Mais souvent les gens pensent que je suis très dur, mais moi j'ai pas de problème, j'ai pas d'ennemi. Je suis très franc. Quand je dis que tu me déranges, je le dis bon, il faut et faut pas. J'ai pas d'état d'âme. Quand je disais toute la fin de droit, il y avait trop de problèmes. Les gens pensaient que je voulais vraiment imposer ma façon de faire. Ce n'était pas le cas. On est des amis, on n'est pas des ennemis. Nous sommes dans un débat scientifique. Vraiment, on le fait avec les règles de l'art. Et vraiment, je vous remercie, chers amis. Je parle de temps contre vous. Je vous aime et je vous adore. Numéro 334. Opposant Mme Aïssetouba, femme d'affaires, à son voisin, M. Sega Diallo, commerçant. En espèces, Mme Ba déclare avoir prêté à son voisin, M. Diallo, une somme de 300 000 francs pour le paiement de son allocation. À la séance, M. Diallo nie l'existence de la dette. J'appelle à la barre le demandeur, Mme Aïssetouba. Madame Ba, jurez-vous de dire la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Madame Aïssetouba, célibataire, femme d'affaires, née le 8 janvier 1988 à Kolda, domiciliée à Pikine, quartier Dar es Salaam, villa numéro 525. Madame Ba, vous déclarez avoir prêté à M. Sega Diallo une somme de 300 000 francs. Est-ce exact? Oui, Madame la Présidente. Madame l'assesseure, vous avez des questions? Non, Madame la Présidente. non, Madame la Présidente. Maître Kabou, le client est à vous. Merci la Présidente. Bonjour à vous. Bonjour procureur. Bonjour à tous. Donc, Madame Ba, j'ai juste une question à vous poser. Dans quelles circonstances avez-vous prêté de l'argent à M. Diallo? Il y a 2 mois de cela, ma mère et moi, nous avions entendu du bruit devant le porte de M. Diallo. Nous sommes allés voir. On a trouvé qu'il y avait des huissiers qui voulaient lui sortir de chez lui. De ce fait, je lui ai prêté 300 000 francs pour qu'il puisse payer sa dette. Merci, Présidente. J'ai plus de questions pour elle. Merci, Maître Kabou. Maître Souban, avez-vous des questions?
Bonjour Madame la Présidente, bonjour Madame la Procureure, bonjour Monsieur le Greffe, ainsi que le charmant public. Bon, Madame Ba. Madame Ba, pouvez-vous vous identifier, s'il vous plaît? Ok, je reprends ma question. Madame Ba, identifiez-vous, s'il vous plaît. Objection, votre honneur. La question a été déjà répondue. Objection accordée. Venez directement au fait, maître. Ok, d'accord. Madame Ba, en vous entendant, vous avez déclaré avoir remis une somme de 300 000 francs à M. Sega Diallo. Est-ce vrai? Oui, effectivement. D'accord. Vous avez un moyen de preuve qui peut prouver que vous avez remis cette somme comme prêt à M. Ba? Non, seulement un témoin. Un témoin. D'accord. Madame la Présidente, Madame la Procureure, je m'en vais fier à l'article 14 du Code des obligations civiles et commerciales, COCC, qui dit que toute somme excédant 20 000 francs doit faire l'objet d'un écrit pour plus de nécessité. Or, je le dis bien, Madame Ba ici présente a déclaré avoir donné une somme de 300 000 francs à M. Sega Diallo, alors que cette somme, en le donnant à M. Sega Diallo, n'avait pas comme preuve une preuve écrite. Or, elle a dit que c'était en présence d'un témoin. Je laisse à l'appréciation du jury. J'ai plus de questions. Merci. Merci, maître Souman. Madame Ba, vous pouvez rejoindre votre place. J'appelle à la barre la défense. Monsieur Sega Diallo. Monsieur Sega Diallo. Monsieur Diallo, levez la main droite et jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité et rien que la vérité. Monsieur Sega Diallo, marié, père de 2 enfants, commerçant, né le 28 décembre 1985 à Belingara, domicilié à Pékin, quartier Dar es Salaam, villa numéro 525. Monsieur Diallo, avez-vous reçu une somme de 300 000 francs venant de Madame Aïssatou Ba? Oui. Madame l'assesseure, vous avez des questions? Madame la Procureure, si vous me permettez. Monsieur Diallo, est-ce que moi je suis venu au tribunal pour la même affaire? Wow, tey la kay. Ok, merci. Silence à la salle. Maître Dab, vous avez la parole. Vous avez des questions envers vous? D'accord. Monsieur Souman, votre client est à vous. Merci beaucoup. Monsieur Sega Diallo, dans quelles circonstances connaissez-vous Madame Aïssatou Ba? Madame Aïssatou Ba, on habite ensemble. Seulement à Oasis. Ok. Avez-vous reçu une somme de 300 000 francs venant de Madame Ba? Oui. Est-ce qu'un prêt? Non. C'est quoi alors? Elle m'avait offert. Offert. Encore une fois, Madame la Présidente, Madame la Procureure, mon client ici présent, M. Sega Diallo, dit que Madame Aïssatou Ba lui a offert cette somme de 300 000 francs. On appelle ça une donation. La donation est un contrat à titre gratuit qui lie le débiteur et le créancier n'est pas tenu d'une obligation. Donc mon client ici présent avoir déclaré reçu une somme de 300 000 francs venant de Mme Aïssatou Ba. Cette somme-là était soi-disant une donation de la part de Mme Aïssatou Ba. J'ai plus de questions. Merci beaucoup. Merci, maître Souma. Monsieur Sega Diallo, vous pouvez rejoindre votre place.
J'appelle à la barre un des témoins, Madame Aminata Cissé. Madame Cissé, dama bëgg nga yëkkati sa loxo ndeyjoor nga waat ne dëgg rek ngay wax fii. maa ngi waat ne dëgg rek lay wax. Madame Aminata Cissé, xam nga lu la fi indi tey? waaw xam naa ko kay. yow ak Aïssatou Ba lan ngeen bokk? Aïssatou mi toog sama doom la bokkul la. Madame la ministre, vous avez des questions? Madame la procureure. Maître Kabou. Merci, Présidente. yaay booy noo def. sant yàlla bu baax jàmm rek sama doom. xam nga Ngor si toog. Ngor si waaw xam naa ko kay suñu dëkkandoo la. sa doom Aïssatou nee na daka lebal xaalis fekkee nga ko. waaw loolu da am na benn samedi la woon suba teel daal mooy nit ñooñu daal di liggéey si yoon te ñoom daal mooy ñooñu nag di génnee ñi seen kër ñoo ñëw suba teel daal di génne suñu dëkkandoo yi sama doom nag xolam daa yaatu moo taxoon daal mu ñëw daal di ko dimbali. Merci beaucoup, j'ai plus de questions. Merci, merci Kabou. Maître Souma, oui. Avez-vous des questions? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, si vous me le permettez, Madame la Présidente, ainsi que Madame la Procureure, j'aimerais m'adresser à notre chère mère en wolof. Yaay Boy. yaay ziar naa bu baax. maa ngi delloo ziar sama doom. naka sa wàccuwaay bu baax a baax. sant yàlla bu baax. mbaa solo nit bu baax. sant yàlla rek. Yaay Boy ñaata at nga am. man. waaw. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Merci Madame la Présidente. maa ngi am juróom-ñetti fukki at ak ñett. juróom-ñetti fukki at ak. ñett. très bien. Yaay Boy yaa ngi may gis bu baax. maa ngi lay gis kay sama doom. bu baax a baax. bu baax su ma gisee sama julli yi sax dama lay gis. xam nga kii toog. sama dëkkandoo la. xam nga ko. xam naa ko. nan la tudd. moom ah c'est que nag mag ñi nag bi ñu xam xale yi ndax ñun mag ñi moom jàkka ja rek lañ xam. moo tax ba ñu faral di xam xale yi xale yi ñoo xamante seen i biir. ok. sa doom Aïssatou dafa jox waa ji toog benn somme 300 000 francs dëgg la wala du dëgg. ah dëgg la am na. xam naa sama doom bu baax borom xol bu rafet njéeram ndeyam. da ko jox xaalis. jox na ko xaalis kay. sa kanam la woon. waaw jox na ko ko. ñaata la ko jox. am nga xaalis bu takku la daal loolu laa si mën a wax. xaalis bu takku la woon. xaalis bu takku la. takku na lool. waaye xamoo tamit ñaata la. waaye xaw ma ñaata la. bi mu ko koy jox yow fa la fekkoon wala da nga koo dégg sa doom la nettali wala yow ba mu koy jox sa kanam la woon. moom kay fa la ma fekk moom. fa la fekkoon. waaw comme li ma la wax léegi rek. Ah, d'accord. Madame la Présidente ainsi que Madame la Procureure, en entendant notre mère ici présente, nous pouvons constater 3 cas. D'abord, elle ne connaît même pas l'âge de mon client ici présent. Non, autant pour moi, elle ne connaît même pas le nom de mon client ici présent. Son âge est de 73 ans. La somme qui a été versée, elle a oublié cette somme. Donc, supposons que cette femme, une femme de 73 ans, âgée, qui ne jouit plus de ses facultés physiques et mentales, puisse être témoin d'un prêt d'une valeur de 300 000 francs qu'elle n'est pas en mesure de dire exactement la somme. Comment on peut se fier à un témoignage comme ça? J'aimerais réveiller votre attention sur ça, puisque je sais que vous maîtrisez totalement cette situation, je connais votre capacité. Une femme pareille ne mérite pas d'être ici, mais à la maison, prendre le chapelet et prier. Son témoignage ne me paraît pas fiable. Objection, votre honneur.
Maître Souma, vous m'envoyez, désolé, si vous dites que ma cliente ne jouit pas de ses capacités, dans la salle. De ses capacités morales. Nous avons ici un rapport du médecin, M. Manga, depuis l'hôpital, l'Aristide Le Dantec, qui dit que la maman de ma cliente ici présente jouit de ses capacités morales, donc elle peut témoigner. Objection. Donc, si c'est le cas, Madame la Présidente, j'ai plus de questions à ça. Merci beaucoup. Merci. Madame la Présidente, vous pouvez Si vous me permettez, Madame la Présidente. Oui, maître. Je voudrais faire revenir à la barre M. Diallo. Non, pourquoi? Pourquoi? Mon client a déjà répondu à toutes vos questions. Avec les éléments que je viens de recevoir, il est nécessaire qu'il revienne à la barre. Il doit revenir à la barre. Tout à l'heure, elle avait dit qu'elle n'a pas de questions concernant mon client. Pour le moment, j'ai bien précisé pour le moment. Il doit revenir à la barre. C'est le féminisme. Oui, c'est le On verra ça. J'appelle à la barre M. Séga Diallo. Maître Kabou. Monsieur Diallo. Brigadier, sortez là de la salle. Silence dans la salle. Monsieur Diallo. Madame Diallo. Am nga ci toog. Monsieur Diallo, yow joxuloo jigéen di la jox di xëy suba ba ngoon 5 heures du matin nga toog sa kër di naan sa ataaya yow sa écran plat mu liggéey dans doole. Objection, agression et injure. Objection accordée. Je retire mes propos, Madame la Présidente. Monsieur Séga Diallo, vous avez reçu de l'argent venant de ma cliente. Objection encore, cette question a été déjà répondue. Objection accordée. Monsieur Diallo, Aïssa Touba t'a donné de l'argent. Est-ce un don ou un prêt? Dans le langage courant, qui ne dit rien consent. Sauf en droit. Maître Souma, vous n'avez pas la parole. Monsieur Diallo, l'argent qu'il vous a donné, est-ce un don ou un prêt? Je répète ma question. Xaalis bi la yor da la ko may wala da la ko lebal? Mais waxoon nga di nga fay. Je pense que j'ai fini avec le client puisqu'il a beaucoup. Merci, maître. Maître Souma, vous avez des questions? Monsieur Séga Diallo, vous pouvez retourner à votre place. Madame la procureure, qu'en pensez-vous? Merci Madame la Présidente. Monsieur Séga Diallo, ce n'est pas la première fois que, pour la même affaire, ou bien de ce genre, vous vous présentez devant le tribunal. Votre cas a été à plusieurs reprises sur ma table. Et là, vous voyez la dame, Aïssatou Diallo, qui travaille en tant que femme d'affaires. Vous prêtez de l'argent alors que vous considérez ce prêt comme un don. On a besoin de ces genres de femmes dans la société. Pour y liguer, au moins, Madame la Présidente, le parquet demande le remboursement intégral de la somme due, mais aussi le parquet demande une somme pour dommages et intérêts à Madame Aïssatou Diallo d'une valeur de 500 000 francs.
Merci, procureur. Madame la Présidente, comme vient de le dire M. Diallo, il s'est incriminé lui-même, je pense. Donc, je demande à ce que ma cliente ici présente soit remboursée et même plus qu'elle soit indemnisée. Indemnisation, c'est n'importe quoi. Mais comment vous parlez d'impossibilité morale alors que ce sont seulement des voisins? Monsieur Séga Diallo et Mme Aïssatou Ba n'entretiennent aucun lien de parenté. On ne peut pas parler de possibilité morale. Mais vous oubliez, Maître Souman, toute règle a des exceptions. Vous évoquez l'article 14. Est-ce que vous avez tenu en compte les exceptions? Ma cliente ici présente, si en cas de précipitation, il n'avait pas pris en compte le cas de M. Diallo, il serait expulsé, il serait aujourd'hui dans la rue. Donc vous voulez quoi? Avait-il le temps d'appeler ses parents pour leur demander de l'argent? Donc il faut tenir en compte cela. Madame la Présidente, je demande que ces cas soient considérés comme un don et non comme un don. Merci beaucoup. Les propos ne sont pas fondés, mon cher. Merci, maître. La séance est suspendue pour 2 minutes. La séance reprend. Monsieur Séga Diallo et Madame Aminata Aïssatou Ba, veuillez vous lever. Madame Aminata, ñaata yoon ak ñu la fi indi. Yëpp si ay demee nii la buñ la fi indiwaatee dama lay dégg rap si kaso. Est-ce que yaa ngi dégg? Après concertation sur la base des exceptions de l'article 14 du Code des obligations civiles et commerciales que sont l'impossibilité morale et matérielle, Madame Ba ne pouvait pas constituer de preuves écrites vu qu'elle a agi de façon émotionnelle et expresse. Donc, il est impossible de considérer la somme prêtée à M. Diallo comme une donation. De ce fait, ce dernier est condamné à verser la somme intégrale empruntée à Madame Ba avec des dommages et intérêts d'une somme de 200 000 francs. 500 millions, c'est injuste. C'est partiel que de saisir la Eh bien, mon cher, on se levera. La séance est levée.